Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Monsieur Serge Sultan qui va nous entretenir en fait de l'opérationnalisation de la qualité de vie dans un contexte de cancer infantile avancé. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup François, merci beaucoup de m'avoir invité à faire cette présentation. Ça me fait plaisir de connecter avec le réseau et puis donc je vais vous parler d'opérationnalisation de la qualité de vie dans un contexte particulier de cancer avancé. Donc je vais organiser cette présentation d'abord en parlant de qualité de vie dans ce contexte-là, qui est un contexte particulier. Puis en pédiatrie, on a un peu de retard par rapport au monde de l'adulte dans le domaine. Fait que je vais insister un peu sur l'introduction. Puis ensuite, je vais vous présenter un programme de recherche qu'on a démarré il y a quelques temps avec une étudiante qui est devenue postdoctorante qui s'appelle Josiane Lavoine-Blondin. Et on a réalisé une étude qualitative chez les soignants, puis une autre étude qualitative chez les jeunes et les parents. Et finalement, ça a débouché sur le développement d'un outil qu'on a appelé pour l'instant Advanced QOL. Et ensuite, je vais vous présenter des perspectives, finalement, à la fin de cette présentation. Alors, au niveau, il y a un contexte clinique important, c'est que déjà, on a des réussites thérapeutiques très, très intéressantes en cancer ces 40, 50 dernières années. Mais on a encore à peu près 20% des enfants qui sont diagnostiqués de cancer qui ne vont pas survivre à long terme à leur maladie. Et donc, ils vont vivre la situation qu'on appelle la situation de cancer avancé, qui vont donc être traités ou bénéficier de soins qui seront principalement des soins palliatifs. Alors, le cancer avancé, c'est un terme un peu on va dire spécifique, là, qui finalement se définit par une situation où on a des traitements qui sont pas efficaces, des traitements curatifs qui sont pas efficaces, une progression de la maladie, une rechute ou une résistance au traitement. Une décision aussi de l'équipe qui est de ne pas poursuivre les traitements dirigés vers le cancer, en tout cas pour ce qui concerne les traitements de première ligne, on va dire, et bien évidemment une espérance de vie réduite. Ce qui est important de voir aussi, c'est qu'en pédiatrie, les patients continuent, pour une part, à participer à des essais thérapeutiques, c'est-à-dire qu'ils vont participer au développement de nouvelles médecines. Donc, en termes d'objectifs de traitement, on va avoir des soins palliatifs, et ça, c'est une vision qui est plus récente, des soins palliatifs qui vont être présents et qui vont se diffuser au cours du temps, depuis finalement le début de la maladie, mais qui vont de plus en plus prendre une importance considérable avec le développement, et notamment dans cette phase qui est en orange ici, de cancer avancé. Ça concerne peu d'enfants au Canada, le cancer, mais quand on essaye de trouver des chiffres sur le cancer avancé, c'est extrêmement difficile. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui vivent avec un cancer avancé en Amérique du Nord à un moment donné. Donc c'est ça la vision des soins palliatifs pédiatriques récente, on va dire. C'est une vision où les soins palliatifs s'infusent dans le traitement depuis le début de la maladie, avec une spécificité quand même en pédiatrie qui est premièrement le contexte développemental, mais aussi la présence de la famille. Et donc les soins vont toujours être adressés à l'unité familiale au complet. Un aspect important aussi dans cet aspect de diffusion, c'est que bien sûr, on a des unités spécialisées, comme on a nous à Sainte-Justine,
mais on souhaite que l'ensemble des équipes soignantes puissent apporter des soins de nature palliative. Alors, quand on réfléchit à ce que sont les soins palliatifs pédiatriques qui s'adressent donc au cancer avancé, ben, on tombe sur des définitions. Et les définitions, elles font toutes appel à la notion de qualité de vie. On veut améliorer la qualité de vie, on veut préserver la qualité de vie, on veut optimiser la qualité de vie. Ce qui nous a amené à réfléchir, ben, qu'est-ce que c'est que la qualité de vie dans ce contexte? Mais en fait, ce n'est pas évident à définir. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des symptômes psychosociaux complexes qui vont s'accentuer dans cette période de cancer avancé. Par exemple, la perte d'indépendance, la perte de perspective. Mais un certain nombre de recherches, et notamment des revues systématiques, montrent qu'on ne sait pas bien qu'est-ce qui importe finalement aux enfants dans cette période. Et donc souvent, on est amené à utiliser des instruments qui ne sont pas forcément pertinents par rapport à la situation. Alors pourquoi ça? Parce que à date, là la recherche est un peu ancienne, 2007, mais à date, on a une minorité d'études qui incluent des issues qui sont rapportées par les patients. Qu'on privilégie souvent dans notre domaine des mesures qui sont évaluées par l'entourage. Parce que les enfants ne comprendraient pas bien ce qu'on leur demande ou qu'ils seraient trop fatigués, parce qu'on veut les protéger. Or, nous, dans notre laboratoire, on a montré que finalement, quand on récolte des mesures proxy, des mesures d'autres répondants sur le statut de l'enfant, on n'obtient pas les mêmes choses que si l'enfant avait répondu. Et puis, bien sûr, il y a un manque historique d'outils disponibles dans ce domaine. Donc, devant nous, il y a un champ qui est intéressant de définition et de construction d'outils. Si on regarde les outils qui existent, ça c'est une bonne stratégie pour aller définir la qualité de vie, c'est regarder comment est-ce que d'habitude on la mesure. On s'aperçoit que, et là c'est des résultats d'une étude systématique, une revue systématique, il n'y a pas d'instrument idéal pour les soins palliatifs pédiatriques. Donc, une recommandation, c'est d'adapter des nouveaux instruments ou de créer de nouveaux instruments. Dans cette revue systématique, ils avaient analysé un certain nombre d'outils, ils avaient regardé s'ils correspondaient à des critères psychométriques traditionnels. Puis on s'était aperçu que finalement, il y avait très peu d'outils qui regardaient la fidélité intercotateur ou la fidélité de l'outil en général. Très peu regardaient l'erreur de mesure. Aucun ne regardait la sensibilité au changement, alors que c'est très important dans notre contexte. Et puis, aucun regardait la validité interculturelle. Une autre recherche aussi a regardé l'écart entre ce que disent les enfants de ce qui leur importe et les outils, ce qui est présent dans les outils, les thèmes finalement qu'on va retrouver dans les outils. Ici, c'est l'article de Anthony 2016. Puis, on aboutit avec cette recherche à un modèle conceptuel de la qualité de vie à partir des outils qui est vraiment traditionnel, où on a la santé générale, la santé sociale, la santé psychologique, la santé physique. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que quand on met face à face la définition de la qualité de vie dans les outils et la définition de la qualité de vie par les personnes qui ont été interrogées, ici c'était des enfants, on s'aperçoit qu'il y a des écarts très importants sur certains domaines. Par exemple, il importe beaucoup aux enfants la santé sociale et c'est très peu évalué. Et pareil, si on regarde sur le graphique de droite, des aspects psychologiques positifs,
ça leur importe beaucoup, mais on ne les évalue pas. La détresse psychologique, même constat. Les relations sociales, toujours, et le fonctionnement social également. Donc, on a l'impression qu'on a des problèmes de qualité d'outils et des problèmes de validité d'outils. Et c'est le cas aussi quand on compare avec les soins palliatifs adultes, ou quand on regarde les outils de mesure dans ce contexte-là, on a des outils qui sont très aboutis, avec des thèmes évalués très divers, mais il y a des présences de thèmes comme autonomie, dépendance ou fatigue, et on s'aperçoit que dans les outils qui sont évalués en pédiatrie, qui sont utilisés en pédiatrie, on n'a pas en fait ces dimensions-là. Alors, par exemple, un des outils les plus utilisés en qualité de vie pédiatrique, c'est le PET-SQL. Puis, on a montré il y a quelque temps déjà que l'outil n'était pas du tout valide dans le contexte de cancer avancé. Donc, on a un certain nombre de thèmes comme les contacts sociaux, des peurs spécifiques, le jeu, le plaisir, la spiritualité, le sens à la vie, le sentiment d'avoir un but, une direction. Tous ces aspects-là ne sont pas du tout évalués dans les outils actuels. On a deux initiatives actuellement qui sont très intéressantes dans ce domaine. Une initiative de l'enquête PediQuest où on utilise le MSAS, donc un ensemble de symptômes, auprès donc de cette population en cancer avancé. Alors, c'est très intéressant, mais il y a un problème de couverture avec cette initiative, puisque c'est uniquement des symptômes. Et il y a un autre problème, c'est le problème du fardeau, puisque on évalue 24 items, 24 symptômes, mais que si on a beaucoup de fréquences de symptômes, il va falloir évaluer également la fréquence, mais la sévérité et l'impact. Donc, ça nous fait finalement 72 items potentiels à remplir. Ça fait un fardeau important pour ces enfants qui sont fatigués. Une autre initiative, c'est l'initiative du Pediatric Advanced Care Quality of Life Scale, où là, on a développé un certain nombre d'items destinés au cancer avancé. Et là, c'est une équipe canadienne qui développe ça. Des thèmes, donc on en a des items, on en a entre 38 et 46 sur des thèmes de confort physique, bien-être psychologique, interaction sociale, résilience, qualité des soins. Là où on rencontre des difficultés, c'est que le pool initial d'items a été développé à partir de la littérature et secondairement, il a été validé par des familles et des patients. Mais il avait été défini initialement a priori. Également, on n'a toujours pas de règles pour calculer des scores ou faire quelque chose avec ces items. Donc, on est un peu bloqué dans ce domaine avec des outils finalement qui ne sont pas valides ou qui sont difficiles à utiliser ou qui n'ont pas de couverture sur les domaines qui importent. Donc, on a développé un programme de recherche à l'aide de Josiane Avoine-Blondin dans son doctorat et son postdoc, où on a cherché à définir la qualité de vie dans ce domaine, du point de vue des soignants, du point de vue des patients et des parents, puis ensuite aller vers la construction d'un outil de mesure des domaines de la qualité de vie, et finalement raffiner cet outil pour pouvoir ensuite en faire un usage. Alors l'étude 1, je vais la résumer. Il s'agit de récolter le point de vue des soignants sur la qualité de vie en cancer avancé. Ça, c'est un résumé vraiment global de la méthode. Il s'agit d'une étude qualitative auprès de 20 professionnels de la santé, une sélection au hasard dans une liste de 103. On avait beaucoup de professions différentes qui étaient représentées, 9 professions. Un mode de collecte qui s'est fait à l'aide d'un entretien individuel semi-structuré et une grille d'entretien que je vais présenter juste après.
où on insistait sur la définition de la qualité de vie. Une stratégie d'analyse qui est très classique, stratégie d'analyse inductive, thématique. Et donc des garde-fous qui sont finalement assez classiques en études qualitatives. Alors, la grille d'analyse, la grille d'entretien, elle passait par la définition de la qualité de vie et elle passait par la référence à des cas qui avaient été rencontrés par le répondant. Et donc, on se réfère à ces cas. Donc, c'était 1 ou 2 cas qui avaient été abordés dans l'entretien. Et donc, on posait la question, selon vous, qu'est-ce qui faisait que cet enfant pouvait passer une bonne journée, une mauvaise journée, par exemple, un bon moment, un mauvais moment. Et quels sont les critères à considérer dans l'évaluation de la qualité de vie de ces enfants. Ensuite, on a réalisé, sur la base de ces verbatims qui ont été récoltés, une analyse thématique inductive. Voilà, donc ça c'est le schéma qui résume finalement la démarche. Une démarche qui vise à une thématisation graduelle du discours en se centrant sur le sens de ce qui est dit. On a abouti à des arbres thématiques, là en l'occurrence l'arbre thématique des soignants, extrêmement complexe, mais finalement, par processus de synthèse, on est arrivé à 7 grandes dimensions qui permettent de résumer qu'est-ce que c'est que la qualité de vie dans ce contexte. Et donc, on passe par des thèmes qui sont classiques, comme le confort physique, être suffisamment confortable, le fait de ne pas avoir de détresse ou avoir moins de détresse, être apaisé dans sa souffrance psychologique, mais aussi des aspects plus novateurs, comme le plaisir et le jeu, être dans la vie, vivre des moments de bonheur au quotidien, ou bien garder un sentiment de contrôle sur sa vie, ou avoir une direction, avoir le sentiment que la vie continue, ou encore avoir le sentiment d'être estimé et reconnu. Ça, c'est la dimension qu'on a résumée sous le terme estime de soi. Et finalement, être en relation avec des personnes significatives, l'aspect, je dirais, plus classique, relationnel, de relations sociales. Alors, ça, c'est des exemples de verbatim pour plaisir et jeu. Bon, je ne vais pas forcément les lire, mais vous avez un exemple devant les yeux. Si je parle de jeunes en pédiatrie, pour moi, une bonne journée, c'est peut-être de jouer avec ces camions, c'est peut-être tout simplement de faire des bulles à savon, c'est peut-être de pouvoir se déguiser. Un enfant sait quoi qu'il aime faire, c'est jouer, c'est rire. Donc ça, c'est un des participants. Sentiment de contrôle, on a la même chose. En lui donnant un peu de contrôle sur ce qu'il désirait, je pense que ça lui donnait quand même une qualité de vie. Quand on leur donne un peu le pouvoir entre les mains, étant donné qu'ils ne l'ont pas eu dans les traitements, dans le diagnostic. Cette première étude, elle a été publiée dans 2 articles. Un article porte sur la définition de la qualité de vie, c'est l'article de gauche, et l'article de droite portait sur les critères qui permettent aux soignants d'évaluer la qualité de vie. Dans l'étude 2, c'est l'étude qui a été soutenue par le réseau dans le cadre des projets pilotes. Nous avons cherché à récolter le point de vue des patients et des parents. Parce qu'il était possible que les points de vue des soignants soient biaisés. Alors, donc on s'est centré sur des groupes d'enfants, un groupe d'enfants et un groupe de parents. Ça, c'est le résumé de la méthode. Donc, en gros, une méthode qui est très similaire à l'étude 1, où on fait une étude sur 2 groupes parallèlement, enfants et parents. C'est des tout petits groupes, 7 enfants, 10 parents. Même collecte pour les 2 groupes, avec 2 temps. Un temps d'entretien individuel semi-structuré sur la définition de la qualité de vie, et un temps où on vient présenter les résultats de l'étude 1 et on demande aux participants
est-ce qu'ils pensent que les thèmes de l'étude 1 sont importants? Et est-ce que les regroupements sont bien faits? Et ensuite, est-ce que les domaines, les 7 domaines que j'ai présentés, sont clairs, bien définis? Alors, on a fonctionné au niveau de la stratégie d'analyse de la même manière qu'avec l'étude 1, une analyse thématique, un codage qui était un petit sensiblement, on va dire, différent, puisqu'il était assisté par un autre logiciel, et puis une thématisation qui était légèrement différente. On a comparé ensuite les arbres thématiques pour les 3 groupes, patients, parents qu'on venait de récolter, et l'arbre thématique des professionnels. Et on s'est aperçu que les arbres thématiques étaient très cohérents. Et puis les garde-fous, c'était les mêmes en fait, plus ou moins, sauf que là, on a fait un accord interjuge. Alors, c'est ça, on s'est centré sur la définition de la bonne journée et de la mauvaise journée. Deuxième temps, on a demandé aux professionnels est-ce que les domaines qui avaient été identifiés, les thèmes étaient pertinents. Puis ensuite, on demandait de regarder les domaines. Et on a fait ça avec des cartes. Les cartes ont été utilisées particulièrement avec les enfants. On est arrivé à ces 7 domaines psychologiques, physiques, social, le plaisir, autonomie, indépendance, poursuite de réalisation et sentiment d'être écouté et estimé. Alors ici, on a 2 exemples de domaines, et puis des regroupements thématiques, et ensuite un verbatim. Donc par exemple, pour le domaine plaisir, est-ce que l'enfant a ri ou rit? Est-ce qu'il a fait ou est-ce qu'il fait des activités qu'il aime? Et est-ce qu'il a le plaisir de manger? Et puis là, un verbatim exemple qui est donné par une mère. Quand elle arrive à jouer, à avoir du plaisir, à être capable de jouer avec ses frères, partager, colorier, faire des choses qu'elle aime, jouer aux poupées, ça reste une bonne journée. Alors donc, cette étude 2 est arrivée avec un certain nombre de résultats. Premièrement, on confirme les 7 domaines rapportés par les soignants. Des domaines finaux qu'on a réussi aussi à reformuler à partir du discours des enfants et des parents. Par exemple, initialement, on parlait de sentiment de contrôle, mais ça n'a pas été très bien compris. Qu'est-ce que c'était le sentiment de contrôle par les parents et les enfants non plus. Fait qu'on a reformulé en autonomie, indépendance, une notion qu'ils comprenaient beaucoup. Et également, on a éclairci les concepts en se basant sur cette expérience partagée. Par exemple, poursuite de réalisation, on le définit par 2 ou 3 grands groupes de thèmes. Faire une tâche ou une activité, réaliser un souhait ou un rêve. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'à l'issue de cette étude 2, on a une tonalité positive généralisée de la définition de la qualité de vie. Donc, on dépasse largement l'absence de symptômes ou de déficit, avec toujours une perspective temporelle qui est courte. Bien sûr, on posait la question de la bonne journée et de la mauvaise journée, mais quand on regarde les verbatims, même, je dirais, de manière très spontanée, tous les groupes ont insisté sur des moments. Une bonne qualité de vie, c'est quand, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, des moments, on se réfère à des moments dans ce contexte de cancer avancé. Et un vocabulaire commun, patient, parents et soignants. Alors, dans les étapes de développement d'un outil, on peut estimer qu'on a bien cerné notre cadre conceptuel, notre population cible aussi, et que maintenant, c'est le temps venu et le temps d'aller générer des items et de définir finalement un outil. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'étude 3, donc d'élaborer et de raffiner un outil de mesure des dimensions de la qualité de vie en cancer avancé. Il y a plusieurs étapes. Première étape, l'équipe de recherche a créé des consignes
formulé des items et choisi une échelle de mesure. Et ensuite, on a produit un outil qui était un outil finalement préliminaire. Cet outil préliminaire, il a été montré à une quinzaine de juges experts, dont une patiente partenaire. Et ces juges experts ont été amenés à juger de la clarté, de la pertinence, de l'utilité, de la facilité d'utilisation, de la satisfaction générale. Et ils ont été amenés aussi à formuler des observations et à critiquer l'outil. Et à la suite de cette phase-là, on a été capable de formuler un outil qu'on souhaiterait maintenant utiliser et étudier, qu'on appelle l'outil donc Advanced Quality of Life. Résumé de la méthode. Bon, je ne veux pas tout détailler ici, mais l'idée principale, c'est qu'on a un outil sur lequel on s'est concentré, qui est un outil facile d'utilisation, avec un rappel sur un jour, donc très court terme, une consigne avec des réponses en 3 points, accord, accord partiel, désaccord, donc facile à utiliser, et un outil multidimensionnel, sans code global, donc pas de psychométrie nécessaire pour calculer des scores. Et ça, c'est très important au vu des difficultés de recrutement qu'on a dans notre domaine. En ce qui concerne la validation de contenu et de format, on a procédé à un entretien semi-directif avec les juges experts, questions ouvertes et échelle quantitative. On leur a demandé de se rappeler une situation clinique et de coter l'outil en pensant à voix haute. Et donc, on enregistrait leurs commentaires. Et puis, de remplir une échelle quantitative ad hoc sur la clarté, l'utilité, la pertinence. Et ça nous a permis de calculer ce qu'on appelle le Content Validity Index, CVI, c'est-à-dire la proportion de juges experts qui apprécient l'outil. Donc, c'est un bon outil finalement pour voir si on est pertinent ou pas pertinent. Voilà, on le calcule comme ça. Ici, on a des items à gauche, par exemple, la durée de complétion de l'outil est adéquate pour des professionnels de la santé, par exemple pour la version soignant. Puis là, on calcule la proportion de répondants qui ont répondu 4 ou 5. Voilà un exemple ou des exemples d'aménagements qui ont été faits à la suite de ce travail. Par exemple, on a été amené à formuler l'ensemble des dimensions d'une façon positive, avec des désaccords-accords tous dans le même sens. C'était beaucoup plus clair pour les usagers, pour ceux qui remplissent le questionnaire, avec aussi des contenus clarifiés pour définir les domaines, comme des capacités, puis pas comme des difficultés. Pour la pertinence aussi, au niveau de la version soignant, les soignants rapportaient que l'intervalle de 24 heures n'était pas adapté pour eux parce qu'ils n'étaient pas sûrs de voir l'enfant dans les 24 dernières heures. Donc, ils ont préféré qu'on inclue le moment ou la dernière fois qu'ils avaient vu le patient sur la version soignante, ce qui a été fait. Et puis, on nous a demandé également d'aérer les paragraphes. Donc, ce qu'on a fait, on a réorganisé des descriptions avec des puces, des bullet points, etc. Donc, on arrive à un résultat de ce type qui est un outil où on a un certain nombre de composantes. Alors, je vais brièvement les présenter. D'abord, la consigne ici. Ensuite, les dimensions, les 7 dimensions. Je vais le présenter par bout parce que je ne voudrais pas le présenter complètement étant donné que pour l'instant, l'article n'a pas encore été publié. Ensuite, l'échelle de cotation. Ici, la version qu'on a est une version préliminaire. Échelle de cotation, désaccord, partiellement d'accord et d'accord. Puis, ensuite, un espace pour indiquer les raisons de cotation si on a une cotation qui n'est pas parfaite. Et donc des cibles d'intervention possibles ensuite.
on peut indiquer un résumé sous forme d'un diagramme en étoile en haut à droite. Alors, ce qu'on demande, si on regarde la consigne un peu plus près dans sa dernière version, ce qu'on demande, c'est, en considérant les soins actuellement mis en place, quelle est notre estimation que les dimensions suivantes contribuent positivement au bien-être du jeune ou à notre bien-être. Donc, tous les items sont finalement positifs. Voilà des exemples de formulations après clarification. Par exemple, pour le plaisir, avoir eu l'occasion de faire une activité qu'il aime ou avoir eu l'occasion de manger quelque chose. Puis, vous voyez, il y a des exemples qui font que on essaye de faciliter la fidélité de l'outil. Fidélité qui, pour l'instant, n'a pas encore été évaluée. Alors, on arrive aux conclusions et aux perspectives qu'on va pouvoir dresser de ce programme de recherche. Ben, déjà, en conclusion, on arrive à une définition qui est partagée de la qualité de vie entre les soignants, les patients et les parents. Et ça, c'est un aspect, je crois, qui est très important pour la suite. On a également des domaines spécifiques qui sont plus détaillés, qui sont certainement particuliers au contexte de cancer avancé, comme l'autonomie, l'indépendance, comme la recherche de petits plaisirs, le sentiment que la vie continue, la réalisation, des choses comme ça. Une définition qui est à court terme et qui est donc potentiellement sensible au changement également, et des domaines qui sont formulés positivement. Et là, tous les usagers ont insisté là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que cet outil-là, ou ces domaines, ça ouvre sur la possibilité de mesures simples, de définir finalement des cibles pour l'intervention. Pour l'instant, il faut avouer qu'en cancer avancé pédiatrique, on ne savait pas bien définir nos cibles de qualité de vie. Et puis, là où je crois qu'on pourrait avoir des perspectives très intéressantes, c'est sur les différences entre les cotateurs. Un peu comme il nous est arrivé avec le thermomètre de douleur, d'objectiver finalement ce que c'était la douleur, ben là on objectivera ce que c'est la qualité de vie dans ce contexte, et ça va déboucher sur, si on l'utilise, ça va déboucher sur des capacités de discussion, de communication dans les équipes. C'est un peu ça l'idée du travail. Alors, si on regarde les perspectives à terme, là, c'est vraiment du brainstorming. On est en train de réfléchir aussi en lien avec la situation actuelle de la pandémie, qu'est-ce qu'on pourra faire. Mais je crois qu'on a à améliorer la version enfant-jeune, parce que pour l'instant, les formulations sont des formulations qui sont très inspirées de ce que nous ont dit les parents, les soignants, donc des adultes, mais on a beaucoup d'efforts encore sur la traduction pour les enfants et les jeunes. Donc, le design, la formulation, le mode d'administration pour les jeunes, c'est très intéressant et très important pour l'avenir. Il faudra mener une étude de compréhension avec des entretiens cognitifs et une étude de lisibilité. Alors, il y a plusieurs possibilités ici. J'en mentionne sur le PowerPoint, Scholarius, c'est une possibilité. Étudier la fidélité de l'outil va être importante, et une des façons d'étudier la fidélité de cet outil, ça va être de regarder la fidélité interjuge. Une manière de faire serait de développer des protocoles de stimulation vidéo. Donc voilà, ça c'est une chose sur laquelle on travaille en ce moment. Et puis, bien sûr, le test pilote d'implantation avec les effets
sur la satisfaction, sur l'usage, l'impact sur la gestion des cas, sur la communication dans l'équipe, tout ça c'est très intéressant, je trouve. Ces perspectives, elles sont très en lien avec les perspectives de recherche en soins palliatifs pédiatriques. Si on regarde, il y a eu une étude Delphi en 2015 sur c'était quoi les priorités qu'il fallait sélectionner. Donc là, des parents et des chercheurs ont participé à cette étude de Delphi. Et on s'aperçoit que l'élaboration, l'implantation d'outils valides d'évaluation, c'est quelque chose d'important. Établir des indicateurs de qualité de base, c'est aussi quelque chose d'important. Qualité pour évaluer les soins palliatifs pédiatriques. Et puis, quand on regarde la revue d'experts qui vient d'être publiée dans le Journal of Clinical Oncology, on insiste beaucoup sur la recherche, sur les Patient Reported Outcomes, donc ce que nous rapportent les patients, les issues rapportées par les patients, et aussi la communication patient, famille, équipe. C'est sûr qu'objectiver la qualité de vie, c'est aussi discuter cette qualité de vie et en faire quelque chose. Comme on objective maintenant la détresse et on discute de la détresse, et on pourra, dans ce contexte de cancer avancé, j'espère, discuter de la qualité de vie. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. Ici, on a une photo de l'équipe un peu ancienne. J'ai cité Josiane Avoine-Blondin plusieurs fois, c'est la personne qui est tout à droite. Et puis je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé à ces recherches, les soignants, les parents, les enfants, et bien sûr le réseau qui nous a soutenus dans l'entreprise d'élaboration d'outils et de définition en amont de la qualité. Alors merci à tous.